Bonjour, bonjour tout le monde! On va donner peut-être un autre 2-3 minutes encore là, pour donner la chance à tout le monde de se connecter. Puis ensuite, on va débuter. Je pense qu'on va débuter. Tout d'abord, je veux me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine Verberg. Je suis responsable des communications chez Ski de Fond Québec. Je suis juste ici pour en fait vous souhaiter la bienvenue, vous remercier pour votre participation puis votre intérêt. Mais je vais très, très rapidement laisser la parole à mon collègue Simon Blois, qui va animer là, la présentation, mais surtout la discussion aujourd'hui pour ce deuxième webinaire du réseau national. Je veux aussi souligner, avant de donner la parole à Simon, justement, la présence de Basile Salomon, qui est là à quelque part dans la salle, que probablement plusieurs d'entre vous connaissez là, à cause de toute son implication pendant l'été avec le réseau national. Donc, Simon, je te donne la parole, puis bonne rencontre. Oui, alors, sans plus attendre, bienvenue à ce deuxième webinaire du Réseau national. Le format va être un petit peu différent de la dernière fois. La dernière fois, on vous présentait vraiment notre application mobile, mais l'idée, là, c'est de vous présenter les services du Réseau national, puis en fait, notre vision chez Ski de Fond Québec de ce que devrait être le Réseau national et de ce que sera le Réseau national pour le futur. Donc, je vais me présenter moi-même. Vous m'avez probablement tous rencontré au premier webinaire, mais Simon Deblois, je suis directeur du développement du réseau national. Donc, je suis arrivé chez Ski de Fond Québec il y a quelques années. Je m'occupais uniquement du géoréférencement des pistes de sentiers de ski de fond. Ensuite, j'ai pris aussi le mandat du réseau national. Et maintenant, on arrime ces deux projets-là ensemble dans le projet du réseau national. Donc, le réseau national, l'idée du réseau national, c'est vraiment de faire une espèce de tissu entre les centres de ski de fond ou les lieux de pratique du ski de fond au Québec, puis de vous offrir des services avec le réseau national. Donc, c'est vraiment à votre service. On fait ça pour vous autres, puis on veut que ça devienne un lieu d'échange. Les webinaires, on veut en faire d'autres, donc à peu près à tous les mois, à toutes les 6 semaines. Puis ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va être utile pour vous et pour réussir à nous guider puis à avoir certaines pistes. On a fait du travail à partir de notre base de données de géoréférencement, puis on va vous présenter ça là, pour voir c'est quoi qui vous rassemble, c'est quoi qui peut vous différer les uns des autres. Donc, si vous voulez intervenir pendant le webinaire, c'est un petit peu la même chose que la dernière fois. Vous avez toujours accès au clavardage à questions-réponses. Ce qui est intéressant dans la question-réponse, c'est qu'on va pouvoir répondre directement à votre question sous votre question. Basile et Catherine vont pouvoir aussi regarder ça, là, puis s'assurer qu'on ne manque rien de ces questions-là. Vous pouvez aussi lever la main, donc le bouton ici. Et vos micros, par défaut, sont tous désactivés, mais à partir du moment où vous allez lever la main, on va pouvoir là, vous débloquer vos micros. Donc, voilà. Faire un petit survol de ça a été quoi le projet de géoréférencement au Québec.
Donc, au Québec, on a fait le géoréférencement de 347 lieux de pratique du ski de fond au total. Ça totalise 9 619 km de sentiers total, là, classiques et combinés. Donc, de ces sentiers-là, 7 192 km sont des sentiers où on peut pratiquer le ski classique. Et il y a 2 427 km de sentiers où on peut pratiquer la technique libre ou le patin. Donc, ça, c'est le portrait global de ce qu'on a fait comme géoréférencement au Québec. C'est pas mal complet. Il y a quelques exceptions là où on n'a pas réussi à aller, mais on a fait quand même le tour de pas mal l'ensemble du réseau. Donc ça nous a permis d'avoir un portrait relativement global de c'est qui gère ces réseaux-là, puis de quel type de gestionnaire il est question quand on parle du réseau. Donc rapidement, là, on voit que les deux grosses bouchées, c'est des organismes sans but lucratif ou des organisations municipales. Puis sinon, ben, pour le reste des choses, il y a quelques centres privés, quelques coopératives. Les parcs nationaux du Québec représentent pour eux, là, ces parcs nationaux québécois, c'est environ 3 de l'ensemble. Un petit peu plus de parcs régionaux et quelques parcs nationaux, mais fédéraux, là, qui sont gérés par Parc Canada. Donc, c'est déjà là, on voit qu'il y a certaines relations à faire entre vous autres parce que vous n'avez pas nécessairement les mêmes financements, les mêmes réalités, dépendamment de avec qui, dépendamment en fait de quel type de gestionnaire vous êtes. Et nous, on a tout ça ici pour pouvoir vous mettre en relation. Donc, on a quelques cartes interactives que je vais vous montrer, mais de façon rapide. Donc, ici, à l'échelle du Québec, c'est la distribution des centres qui offrent du ski classique. En fait, essentiellement, c'est tous les centres du Québec qui sont représentés ici. Donc, on a des centres là, qui partent de l'extrême ouest jusqu'à l'extrême est de la province. Puis, c'est un peu l'idée de notre réseau national, c'est de dire, bien, nous, on veut créer un tissu pour partager vos expériences, pour partager nos forces à travers ce réseau-là. Pour la pratique du ski de fond en pas de patin, un petit peu plus réduit, mais encore une fois, d'est en ouest, on a des centres un peu partout, puis on peut même dire du sud jusqu'au nord, là, parce qu'il y a de la pratique du ski libre un peu partout. Donc, c'est pas toujours avec les mêmes équipements que c'est tracé aussi. Donc, voilà, il y a ça ici pour les deux grandes catégories. Ensuite, si on veut aller dans une optique un petit peu plus poussée, l'entretien de vos pistes, on a posé des questions aux gestionnaires chez qui on est allé, puis on voit qu'il y a des gens qui font de l'entretien uniquement avec de la motoneige en majorité au Québec. Quand je dis motoneige, ce n'est pas uniquement des motoneiges, là, c'est des équipements légers. Donc, ça peut être des VTT, ça peut être des motoneiges, ça peut être des côte à côte, ça peut être des petits Kubota. Ce qui est intéressant et qui m'a été mentionné par plusieurs gestionnaires, c'est que vous ne savez pas nécessairement toujours c'est quoi que vos voisins ont. Puis peut-être que via le réseau national, il y aurait moyen de s'offrir un certain soutien. Puis même, il y a peut-être des centres qui ont des équipements qui pourraient vous aider ou vous partager du matériel et compagnie. Donc, c'est quelque chose qui m'avait été mentionné. Fait que je voulais faire cette représentation-là. Puis en jaune, ben, vous avez tous ceux qui opèrent avec des dameuses. Donc, c'est un peu moins de centres quand même, mais on voit qu'il y en a un petit peu partout au Québec. Ici, puis là, je veux juste revenir, là, je vous présente toutes ces données-là actuellement pour vous dire que on vous présente un peu c'est quoi le portrait québécois, mais ce n'est pas nécessairement des enjeux que vous allez retrouver, là. Peut-être que dans ça, vous allez vouloir me sortir des enjeux avec lesquels on va parler, mais je voulais juste vous montrer qui est-ce qui se ressemble et un peu partout. Donc, ici, ce qu'on a, c'est les lieux qui acceptent les chiens, mais sur le territoire du centre.
Donc, ça ne veut pas dire que les chiens sont nécessairement acceptés dans les pistes de ski de fond, mais bien souvent, c'est des endroits où il y a des pistes de raquettes, de randonnée pédestre qui côtoient les réseaux de sentiers de ski de fond. Et il y a des chiens qui peuvent parfois s'échapper vers les pistes de ski de fond, pas toutes, mais certaines des pistes de ski de fond. Donc, on voit qu'il y en a quand même plusieurs au Québec qui ont cette réalité-là. Et de façon un petit peu plus marginale, il y a quand même des centres qui offrent la possibilité de faire du ski joring, donc du ski tracté avec des chiens. Et ce, un petit peu partout, plus représenté vers le centre et l'ouest du Québec. Il n'y en a pas vraiment à l'est, mais il y a quand même une bonne quantité de centres. Là, quand on parle de bonne quantité de centres, on parle de quand même 37 centres sur les 350. Pour la carte ici, il faut s'entendre, là, c'est les sites de ski de fond qui sont entretenus mécaniquement, mais qui offrent aussi de la randonnée nordique, donc des sentiers de ski balisés, mais qui ne sont pas entretenus mécaniquement. La réalité au Québec, c'est qu'il y a beaucoup plus de centres qui offrent le ski nordique, la randonnée nordique que ça, mais on n'a pas fait ce travail-là exhaustif d'aller voir ceux qui font de la randonnée nordique, mais qui n'offrent pas de ski tracé à côté. Donc, quand même, vous avez ces centres-là ici, un peu partout, là, qui partent de la Gaspésie jusqu'à Lebel-sur-le-Quillon, qui vont offrir du ski de randonnée nordique. Et même chose pour la pratique du ski hors piste. Donc, la différence entre la randonnée nordique, c'est que la randonnée nordique, au niveau de nos définitions là, chez Ski de fond Québec, c'est qu'elle est pratiquée dans des sentiers entretenus minimalement, donc ébranchés, balisés, tandis que le ski nordique, vous pouvez le pratiquer partout sur un territoire donné sans passer nécessairement dans un sentier. Et finalement, on a ici là, quelques centres qui offrent un éclairage pour le ski de soirée. Donc là, on ne parle pas de gens qui vont skier à la frontale, mais on parle vraiment de gens qui vont skier en soirée avec de l'éclairage là, dans le réseau de sentiers. Ça fait quand même des différences au niveau de la façon de faire les entretiens parce que dans les guides de signalisation, d'aménagement, d'entretien, ils recommandent de faire la pratique pas la pratique, pardon, mais l'entretien de vos pistes pendant la soirée. Puis, ben, dans ces régions-là, étant donné qu'il y a de l'éclairage, puis que le ski est vraiment permis, ben, ça occasionne là, un enjeu supplémentaire au niveau de l'entretien. Donc, il y en a quand même un peu partout. Là. Il y en a en Abitibi, il y en a en Gaspésie. Un peu moins au centre, c'est pas si commun que ça, mais il y en a quand même quelques-uns. Pour les salles de fartage, pas mal l'ensemble des centres ont encore une salle de fartage, malgré le fait qu'on voit que dans la population générale, je ne dis pas tous les skieurs, mais dans la population générale, on voit une espèce d'engagement vers le ski à peau, puis de moins en moins de fartage. Mais on voit que c'est encore très commun. Puis je vous dirais que la pratique des gens là, qui font encore de la compétition, puis du ski un petit peu plus avancé semble rester quand même au fartage, donc dans nos réseaux. Les services de location, il y en a également un peu partout sur le territoire. Et pour la neige artificielle, parce que c'est une réalité là, qui s'en vient malheureusement avec les changements climatiques, on a de moins en moins de neige au sol, puis on voit que c'est de plus en plus difficile d'avoir un bon couvert neigeux. Il y a déjà des centres dans le coin là, de Ottawa, un petit peu plus haut vers le Saguenay, il me semble. Puis récemment, il y en a un qui a été rajouté dans le coin de Sherbrooke, donc on parle de 3 centres maintenant qui produisent de la neige artificielle. C'est pas encore très commun, mais ça peut être intéressant pour ceux qui ont une idée de peut-être un jour le faire ou explorer cette option-là. Bien, chez Ski de fond Québec, on pourrait vous fournir là, certains contacts avec les gens qui le font déjà pour partager l'expertise, partager l'expérience aussi, puis éviter malheureusement, parce qu'il y en a toujours, mais les erreurs des premières fois. Donc, c'est une des missions du réseau national.
Donc, on ne veut pas trop vous assommer avec de quoi ça a l'air les lieux de pratique, mais ça, c'est l'offre de service là, qu'on aurait recensé chez les gestionnaires. Maintenant, nous, ce qu'on a fait avec mon collègue Antoine, qui est géomaticien chez Ski de Fond Québec, on est parti de notre base de données chez Ski de Fond Québec, puis on est allé chercher de l'information qui est disponible en ligne et qui pourrait intéresser les gens qui gèrent des réseaux. Ce qui est le fun, c'est que pour la première fois, on a une base de données qui représente l'ensemble des réseaux québécois, l'ensemble des sentiers québécois, à peu d'exceptions. Puis, ça nous permet d'aller dans des grosses bases de données provinciales pour faire des extractions puis voir certaines tendances. Donc, une chose qui est revenue, bien, puis évidemment, il y a près de 3600 points d'intersection avec le réseau routier, que ce soit des chemins multi-usages, que ce soit des routes municipales, des routes du ministère des Transports, des chemins privés. Donc, ça fait quand même beaucoup d'intersections. Il y a des enjeux au niveau de la signalisation parce qu'il y a des normes à respecter au niveau de la signalisation, que ce soit de votre côté, les gestionnaires, mais aussi du côté des municipalités ou du ministère des Transports chez qui vous traversez. Il y a des enjeux au niveau de la visibilité. En principe, le ministère des Transports, à chaque fois que vous allez faire une demande chez eux, vont faire une étude de visibilité et en principe, toutes les municipalités, toutes les MRC chez qui vous passez devraient faire exactement la même chose. Ça ne se passe pas vraiment en pratique, mais la réalité, c'est que le ministère des Transports n'est pas plus sévère que les municipalités, puis pourrait invalider toute décision qui juge dangereuse d'une municipalité. Fait que c'est quand même quelque chose à savoir. C'est quoi les normes au ministère des Transports pour pouvoir traverser? Ça prend des permis, donc quand on aménage un nouveau sentier qui va traverser une route, il faut avoir ce type de permis-là. Puis, ça prend quand même une certaine concertation aussi avec le milieu, là, évidemment, parce que, bon, des fois, si vous êtes en territoire privé, il faut déplacer le sentier. Des fois, même en territoire public, il y a des enjeux avec la coupe de bois. On en parlera un petit peu plus tard dans le webinaire. Mais vu que ces choses-là, ça peut arriver, il faut avoir quand même une bonne communication, être capable de parler avec les gens qui sont en place pour pouvoir changer les panneaux au besoin. Sinon, dans le réseau BHR hivernal, parce que ce qui est estival, ce n'est pas important pour vous, du moins pour le ski de fond, il y a quand même plus de 350 intersections avec des sentiers de motoneige ou des sentiers de quad hivernaux. Donc, encore une fois, c'est la même chose. Il va y avoir de la signalisation qui est importante. Une concertation, puis là, dans ce cas-là, est encore plus importante avec les clubs motoneige parce qu'on parle de motoneige ou quad, parce qu'on parle d'entretien qui est fait par des gens qui sont généralement des bénévoles, qui ont d'autres emplois, mais qui ont des responsabilités au niveau de la sécurité civile, qui ont aussi des responsabilités au niveau de la loi sur les véhicules hors route. Donc, il y a ça. Puis, quelque chose qui m'est souvent signalé, c'est que les lieux de pratique en ski de fond, puis moi, je les connais quand même un peu, là, parce que j'ai déjà travaillé dans les réseaux des véhicules en route. Il y a certains usagers qui sont délinquants qui pourraient avoir tendance à aller s'échapper dans vos réseaux. Donc, d'avoir un bon canal de communication, de concertation avec ces clubs-là, ces gens-là, ça peut permettre là, de faciliter les échanges. D'ailleurs, comme fédération, bien, on a quand même certains contacts avec les représentants des fédérations motoneige et quad. Donc, dans un cas où vous auriez des enjeux récurrents, bien, vous pourriez passer par nous avec le réseau national pour vous soutenir dans ces problèmes-là. On ne peut pas tout régler, mais on peut quand même vous mettre en relation avec les bonnes personnes. De façon plus marginale, quand même, il y a une vingtaine de points d'intersection avec des réseaux ferroviaires au Québec. C'est pas grand-chose, 20 passages à niveau, mais ça reste que c'est des grosses compagnies qui sont souvent nationales, qui ont leurs propres règles, qui sont très strictes.
Puis, à moins de passer sur une route, vous devez faire des ententes directement avec les compagnies de chemin de fer. Donc, comme réseau national, nous autres, on veut pouvoir vous soutenir puis vous aider quand vous avez ces enjeux. Ben, si vous avez des enjeux qui sortent par rapport à ça. Sinon, d'un côté un peu moins moteur, les autres enjeux que vous allez probablement retrouver, c'est les traverses de cours d'eau et de milieux naturels. On n'a pas tout sorti l'information qu'on a, nous autres, chez Ski de fond Québec, mais quand même, on en a sorti quelques-unes qu'on trouvait intéressantes à vous partager. Donc, pour l'ensemble du réseau, on traverse au moins 2000 cours d'eau permanents, intermittents, des grands lacs comme des plus petits cours d'eau. Donc, ça nécessite souvent des infrastructures, quoique en hiver, ce n'est pas toujours nécessaire. Et pour installer des infrastructures, pour refaire des infrastructures, le processus peut être parfois long et complexe, mais il existe quand même des façons de s'en tirer de bonne façon. Puis, ben, chez Ski de fond Québec, on a quand même une expertise à ce niveau-là. Moi, je suis biologiste de formation. J'ai fait beaucoup d'interprétations réglementaires au niveau des terres privées. Donc, des fois, pour réussir à traverser un cours d'eau, il y a des moyens qui sont simples, qui prennent moins de temps. Donc, quand vous avez des enjeux à ce niveau-là, ben, vous pouvez nous appeler, puis on peut vous soutenir à ce niveau-là. Puis, il y a aussi, nous autres, on a toujours un souci de protection du milieu naturel. Puis je pense que c'est la même chose pour les gestionnaires eux-mêmes. Donc, quand on veut traverser, puis qu'on veut s'assurer de bien faire les choses, justement, ben, nous, on a nos services géomatiques, on a les cartes du Québec au complet, donc on peut vous soutenir avec ça. Sinon, pour les autres données disponibles qu'on va vous partager aujourd'hui, il y a les données de milieux humides qui sont aussi des zones qui sont protégées au niveau de l'environnement quand on est en terre privée. En territoire public, les règles sont beaucoup moins sévères pour les milieux humides, mais tout de même, ça reste que c'est des endroits avec les changements climatiques où vous allez avoir plus de problèmes. Vos saisons vont généralement commencer plus tard dans ces secteurs-là parce que l'eau va maintenir la température un petit peu plus élevée au niveau de la neige parce que l'eau ne gèle pas toujours dans le sol. Puis, ça va faire que votre couvert neigeux va être un peu moins élevé. Donc, pour les données qui sont disponibles, on a deux sources principales. Il y a Canard Illimité Canada, qui est une base de données qui ne contient pas l'ensemble de l'information. Donc, c'est juste dans le sud du Québec. Mais par contre, l'information qui est dans cette base de données-là est généralement relativement fiable, puis même assez fiable, je dirais. Donc, quand on a des milieux humides qui sont flagués là, dans cette base de données-là, ben, on sait que vous passez essentiellement à l'intérieur des milieux humides pour vrai. La plupart des milieux humides où la circulation est faite, c'est des marécages, donc des endroits où il y a des arbres ou des arbustes en principe. Donc, ça ressemble un peu plus à une forêt. Et des tourbières. Les tourbières, c'est un peu l'image que vous voyez en fond d'écran, là, donc une grande étendue neigeuse. Généralement, après quelques semaines d'hiver, là, c'est quand même assez gelé, puis vous n'avez pas de problème à circuler là-dessus. Mais comme on disait, ben, avec les changements climatiques, on sait que les saisons vont avoir tendance à commencer plus tard et terminer plus tôt dans ce genre de milieu-là. Sinon, ben, quelques autres là, éléments, mais les prairies humides puis en eau peu profonde, ça arrive un peu moins souvent, mais il y en a quand même quelques-uns. Et l'autre base de données avec laquelle on travaille, c'est celle du ministère des Ressources naturelles. Cette base de données-là est beaucoup plus incomplète, en fait, est beaucoup plus vaste, elle couvre plus de territoire, mais elle est moins complète au niveau de la fiabilité. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même 530 km de sentiers au Québec qui circulent dans ce type de milieu humide-là potentiel. Ça se peut que certains de ces milieux humides-là, c'est de la photo-interprétation, que le géomaticien qui a regardé ça au niveau du ministère s'est trompé, puis peut-être que vous passez dans une plantation d'épinettes blanches. Ça se peut. Mais il y a aussi des endroits où vous passez vraiment dans des milieux humides, puis il y a quand même un raffinement qui se fait avec leur technique. Donc,
encore une fois, les données, ce qui démontrent, c'est que la plupart des sentiers passent dans des marécages ou dans des tourbières. Donc, marécage, encore une fois, c'est arborescent, mais souvent, sol plus mou, plus de chances de défoncer avec la machinerie en début de saison, plus de chances que le couvert neigeux soit étroit. Donc, nous autres, ben, si vous avez des questions, si vous voulez savoir dans vos réseaux, c'est où que ça se passe, on est capable de vous montrer ça. Puis même, on a des limites là, qu'on pourra partager avec vous de ces différents milieux humides-là, si jamais vous avez des enjeux, des problématiques, puis vous dites, ben, il faudrait complètement déplacer notre sentier. Et sinon, j'en ai un peu effleuré ce sujet-là tout à l'heure. La dominalité du réseau de ski de fond sur le territoire québécois, c'est-à-dire c'est où qu'on passe chez des propriétaires privés, c'est où qu'on passe chez des propriétaires, pas des propriétaires, mais sur des terres publiques. Donc, la majorité des réseaux de ski sont sur du territoire privé, donc près de 6000 km sur les 9500 qui sont en territoire privé. Donc, ça implique des autorisations de passage avec de nombreux propriétaires, à moins que les centres soient propriétaires eux-mêmes du territoire, et 3500 km en territoire public. Donc, un peu moins, mais tout de même, d'autres enjeux parce que ça prend ça prend des droits d'occupation, parfois des droits de tarifés. Il y a plusieurs enjeux aussi qui s'inscrivent en territoire public. Puis, il ne faut pas oublier que à peu près l'ensemble des réseaux de la CEPAC sont opérés sur des territoires publics. Donc, ça représente quand même une bonne quantité de kilomètres. Et sinon, le 144 km ici, peut-être que vous allez avoir envie de nous parler, les gens qui ont des territoires dans ces 144 km-là. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est des zones qui sont jugées mixtes, c'est des zones qui sont jugées indéterminées. Donc, il y aurait un travail à faire. Puis, il y a quand même des sentiers de ski de fond qui sont là. Fait que tant qu'il n'y a pas d'enjeu, tant qu'il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas personne qui fait de représentation sur ces territoires-là, ben vous autres, ça ne vous affecte pas, mais il y a un potentiel quand même d'environ 150 km où ça pourrait être un enjeu. Donc, les principaux acteurs de la gestion de ces territoires-là, quand vous êtes en terre publique, c'est le ministère des Ressources naturelles et des Forêts maintenant qui gère ça. Tandis qu'en territoire privé, les principales règles qui s'appliquent, ils viennent du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, des municipalités et des MRC, parce qu'il y a plusieurs délégations de pouvoir là, dans ces territoires-là. Je vais rester sur celle-là, puis après ça, je vais descendre. Mais en territoire public, là, les principaux enjeux qu'on suppose, puis dans la prochaine diapositive, on va vouloir vous entendre, vous autres, sans nécessairement lever la main puis partir des grandes discussions qui n'en finiront plus. Mais on sait qu'il va y avoir des enjeux probablement avec les forestiers. Il peut y avoir des enjeux aussi avec les chemins multi-usages, parce qu'il y a quand même beaucoup de circulation sur des chemins multi-usages. Puis, en principe, n'importe qui peut circuler sur les chemins multi-usages. En territoire privé, c'est relativement récent. De moins en moins, les gens connaissent un peu plus les règlements, mais il y a eu des gros changements au niveau de l'environnement pour tout ce qui est protection de milieux humides et hydriques. Donc, le ministère a mis en place il y a quelques années le RAFI et le règlement RAFI et le règlement qui en découle, là, le RAMHHS. Il y a beaucoup de lettres dans l'acronyme, puis je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce que chaque lettre veut dire, mais en fait, c'est ça qui représente qu'est-ce qui est permis de faire sans autorisation ministérielle ou qu'est-ce qui nécessite des autorisations ministérielles dans les milieux sensibles et comment on peut les faire, de quelle façon on peut utiliser la machinerie, de quelle façon on peut mettre de l'essence, du diesel dans la machinerie en territoire privé. En territoire public, c'est le RADF qui va s'appliquer, qui est aussi un énorme règlement. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que c'est des énormes règlements, autant en territoire privé qu'en territoire public. Nous, chez Ski de fond Québec, on a pris le temps de faire l'analyse de ces règlements-là.
Puis, on n'a pas la science infuse, mais on a fait notre propre interprétation pour vous aider, puis aller chercher les points qui vont pouvoir vous soutenir, puis vous aider à faire les aménagements que vous souhaitez faire dans chacun des deux règlements. Donc, quand on parle avec des analystes qui sont à l'intérieur de ces ministères-là ou à l'intérieur des MRC, ils ne connaissent pas tout l'ensemble des règles, des règlements qui vont s'appliquer. Des fois, ils vont arriver avec des demandes qui sont que vous allez juger déraisonnables parce que le projet que vous leur présentez exige différentes structures, différentes solutions. Dans ce temps-là, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on va être capable de vous aider là-dedans puis de vous partager notre expérience. Donc, on l'a déjà fait avec certains centres là, qui ont fait des aménagements cette année. Et justement, les enjeux, je vous en ai parlé un petit peu, mais en territoire privé, on sait que vous allez devoir avoir des ententes de droit de passage avec des propriétaires, à moins d'être propriétaire vous-même des terrains. On a développé conjointement avec le Réseau Plein Air Québec des modèles d'entente de droit de passage. Donc, ça s'en vient. C'est des documents qui vont être disponibles pour vous. Quelque chose qu'on a aussi à la Fédération, puis ça, c'est assez novateur. On a des ententes avec le ministère de l'Habitation et on a des ententes avec le ministère de l'Éducation qui fait qu'on a accès au cadastre rénové du Québec, donc le découpage des terres, mais aussi au rôle d'évaluation foncière les plus à jour. Puis, on a le droit de partager avec nos membres cette information-là. Donc, en principe, vous autres, vous avez vos droits de passage avec les propriétaires chez vous. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a une vente, ce n'est pas nécessairement toujours donné comme information aux gestionnaires de réseau. Mais nous, on est capable de vous dire, selon votre donnée, il y a eu une vente de tel terrain à tel terrain. Par exemple, il y a un nouveau propriétaire, voici les coordonnées du propriétaire, donc vous pourriez envoyer une lettre et compagnie. Puis, ce que je trouve quand même franchement intéressant, c'est que c'est un service qui vous est offert gratuitement parce que nous, on ne paye pas pour ce service-là non plus au ministère. Donc, vous êtes vraiment capable d'avoir la donnée la plus à jour sur les propriétaires de vos terrains, puis on est même capable de vous le représenter spatialement. Évidemment, on n'est pas des arpenteurs chez Ski de Fond Québec, donc ça n'a pas force de loi, mais ça donne quand même une bonne idée. Quand vous êtes dans le bois là, avec un GPS, vous avez quand même une très bonne idée de où vous vous situez. On peut faire la même affaire aussi avec la dominalité du territoire. Donc, êtes-vous en terre publique, en terre privée, quand vous chevauchez les deux, on est capable de vous envoyer de l'information pour ça. Sinon, on parlait un peu de compagnie d'exploitation forestière. Il y a quand même près de 500 km linéaires. Ça, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas regardé qu'est-ce qui était des pistes de ski de fond classiques, des pistes de ski de fond patin là-dedans, qu'est-ce qui est aller-retour, mais qui sont situés sur des chemins multi-usages. Donc, en terre publique, le chemin multi-usage peut être utilisé par n'importe qui. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui décide d'aller se promener en motoneige dans le sentier, en principe, la loi ne l'empêche pas de le faire. C'est quand même des enjeux, ça demande une certaine concertation, ça demande une certaine connaissance du territoire. Puis souvent aussi, c'est que les forestiers vont vouloir sortir du bois en utilisant les chemins multi-usages parce que c'est la meilleure voie de sortie pour eux autres. Donc, ça prend aussi des concertations, puis vous pouvez être tenu informé de ce qui se passe. On a aussi, là, dans les enjeux qu'on vous proposait, les protections des milieux humides, les habitats fauniques, etc., et les effets des changements climatiques. Ce que je vous suggère pour le... Pardonnez-moi, je vais avoir besoin de me gorger. Pour la suite des choses, vous avez le code QR qui est juste ici. Puis, je vais vous envoyer aussi un lien dans le clavardage. Donc, c'est un lien pour répondre aux questions. Ce que je voulais savoir, moi, c'est avec ce que je vous ai présenté aujourd'hui, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est quels sont les enjeux qui sont, qui sont ceux qui vous intéressent le plus pour des prochaines rencontres, pour être mis en contact avec d'autres gestionnaires.
Puis, si vous voulez lever la main ou discuter avec nous, on avait prévu quand même une période de questions là, d'environ 1 heure, nous autres, dans notre planning. On ne se rendra peut-être pas à l'heure au complet. Ben, en fait, je ne pense pas qu'on va se rendre à l'heure au complet, là. Mais on voulait vous faire une présentation, puis après ça, pouvoir créer un lieu d'échange avec vous. Donc, si vous voulez répondre rapidement à ça, moi, je vais avoir les réponses qui vont s'afficher ici par la suite. Donc, vous pouvez utiliser le code QR ou l'espèce de lien là, qu'on a envoyé. Et moi, je vais faire Basile, peut-être, si tu veux ouvrir ton micro, là, je t'avais autorisé parce que je sais que tu as répondu à certaines affaires puis que tu as écrit dans le chat. Fait que euh, juste peut-être faire ce suivi-là pendant que je fais la lecture de ça. Oui, c'est ça. Bah, merci de me passer la parole. Je suis pas encore intervenu, donc je suis, Basile Salomon. J'ai déjà été en communication avec pas mal d'entre vous. C'est moi qui m'occupais un petit peu du suivi de vos comptes, dans le système EV-Trails, pour ceux qui ont déjà ouvert un compte. Sinon, les autres, n'hésitez pas à envoyer un courriel, à l'adresse sentier, au pluriel, à commercial skidefonquebec.ca. Euh, donc c'est ça là pour tous ceux qui me demandent le lien pour le premier webinaire qui était plutôt d'introduction. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous ai fourni, mais sinon vous pouvez aussi envoyer un mail, puis je vous l'enverrai spécifiquement dans vos boîtes mail. Donc ça, vous y aurez toujours accès, il n'y a pas de problème. Puis c'est vrai que ça peut être utile pour tous ceux qui commencent à utiliser ce système parce que on explique dedans, vous y trouverez beaucoup de vidéos introductives. Donc c'est assez didactique si vous voulez vous en servir, regarder certains passages en tout cas, puis avoir un aperçu de ce à quoi ressemblent les différentes interfaces. Puis enfin, oui, pour répondre à la question de Stéphanie, si c'est des questions, ça peut intéresser tout le monde, ça peut être le bon moment pour poser vos questions, même plus concrètes sur l'application ou autre. On est vraiment là, ces webinaires, ils servent aussi vraiment à répondre à vos questions. Donc je pense que ça peut être pertinent pour tout le monde, même si l'objet de la discussion aujourd'hui était plutôt de vous présenter les données géomatiques. On est aussi toujours là pour répondre à ces questions plus concrètes sur comment se servir de l'application plus précisément. Donc je pense que quand on aura fini, Simon, avec le sujet du jour, là, on pourra passer potentiellement aux questions plus d'ordre technique, parce que je pense que ça peut vraiment intéresser tout le monde. Donc sans problème, Stéphanie, si vous voulez poser des questions. Merci à tous. Absolument. Puis en fait, ça, je l'ai peut-être pas précisé assez au début, mais chez Ski de Fond Québec, on s'attend à ce qu'éventuellement le grand public, monsieur, madame, tout le monde, voit le réseau national comme l'application qu'on met de l'avant pour partager les conditions de sentier chez vous. Mais ce n'est qu'un des outils qu'on veut vous fournir via le réseau national. Nous, on l'appelle l'application du réseau national, puis on pense que, que le grand public va voir le réseau national comme ça. Mais pour vous, c'est vraiment un lieu d'échange. C'est vraiment du soutien qu'on veut vous offrir. On offre des services conseils chez Ski de Fond Québec. Puis, on veut aussi pouvoir vous mettre en relation parce que vous êtes 347 gestionnaires de réseau qui ont des réalités qui se ressemblent, qui ont parfois des enjeux qui vont différer les uns des autres. Mais je pense que via notre réseau national, on va être capable de vous partager des choses quand même assez intéressantes. Puis, à tout le moins, on va avoir le meilleur pôle d'échange possible pour vous. En fait, c'est ce qu'on veut. Donc, on a là, les points en commun avec vous, l'utilisation de la machinerie, les offres de services. En fait, on en a un peu de tout, là. Ce qu'on peut faire, nous, c'est à la base, on pourra faire des groupes de discussion qui vont être plus restreints. Donc, ceux qui vont avoir toutes les OBNL, par exemple, qui veulent se parler, puis on pourrait y aller aussi en ordre de réseau. Nous autres, on est capable, là, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez partager, bien, vous pouvez passer chez nous, puis on va pouvoir partager l'information à l'intérieur de réseaux un peu plus spécifiques. Donc, l'autre chose, c'est que si vous voulez parrainer ou vous voulez partager votre expertise, ben, vous ne serez pas inondé de messages qui n'ont pas de lien avec votre réalité à vous. Donc, de cette façon-là, je pense qu'on va être capable de partager quelque chose d'intéressant.
Pour ce qui est de la machinerie, l'utilisation de l'entretien de la machinerie, il y a quelque chose que je voulais voir. Ce n'est pas quelqu'un qui est ici cet après-midi parce que malheureusement, il n'était pas disponible cet après-midi, mais il nous a suggéré de vous donner la possibilité de créer un registre de qu'est-ce que vous utilisez comme machinerie. Donc, chacun, c'est quoi les motoneiges que vous utilisez, c'est quoi les dameuses que vous utilisez, c'est quoi les traceurs que vous utilisez, pour que entre personnes qui utilisent le même type de motoneige, qui utilisent le même type de traceur, le même type de dameuse, bien, vous puissiez vous partager de l'expertise, que vous sachiez qui contacter, puis nous, comme réseau, qu'on puisse vous guider ou faire venir certains intervenants. Par exemple, il me donnait l'exemple des nouvelles motoneiges Scandic, puis il disait, ben, à date, tout le monde avec qui j'ai parlé, les nouvelles Scandic, ils chauffent. Puis nous autres, on a trouvé une solution qui est telle affaire. Puis là, je veux pas dire c'est quoi parce que je ne suis pas certain de la méthode qu'ils avaient trouvée. Mais justement, cette information-là pourrait être utile pour plusieurs personnes. Puis même à la limite, peut-être qu'on pourrait faire venir des représentants de la compagnie pour voir avec eux est-ce qu'il y en a des solutions qu'eux ont mis en place. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça, c'est quelque chose qu'on veut vous offrir. Puis via le lien de ce webinaire-là, nous autres, si ça vous intéresse, bien, on pourrait vous envoyer certaines communications pour aller chercher des informations pour vous soutenir là-dedans. Ensuite, l'offre de service, c'est la même chose. On va pouvoir vous mettre en relation. Si vous avez des questions, nous autres, on va pouvoir spécifiquement s'adresser à ces gestionnaires-là. Donc, les enjeux liés au changement climatique, sachez que chez Ski de Fond Québec, nous autres, c'est une préoccupation qu'on a à tous les jours, mais c'est vous qui gérez les réseaux de sentiers. Puis, nous autres, ce qu'on peut faire, par contre, c'est être l'entremetteur. Donc, si vous nous dites, bien, nous, on veut travailler sur tel point, notre enjeu majeur, c'est ce qu'on vit au quotidien, par exemple, c'est quand on passe dans nos tourbières, on a de la misère. Par exemple, ben déjà, on est capable de vous proposer peut-être quelques pistes de solutions à court terme, puis même plus globalement, on est capable de vous mettre en relation avec des grosses organisations. On a rencontré Ouranos qui aimerait éventuellement développer des projets avec nous autres, puis le faire sur l'échelle du territoire québécois. Donc, si on a quelques centres qui sont intéressés à embarquer avec nous là-dedans, bien, on va être capable de mettre votre contribution, votre expérience terrain à contribution, puis pouvoir travailler avec vous là-dessus. Donc, sinon, bien, l'harmonisation forestière, c'est la même chose. En fait, l'idée, là, c'est vraiment d'avoir, via notre réseau national, de l'échange. Puis, on peut commencer tout de suite s'il y en a qui veulent lever la main. Sinon, ça peut se faire plus tard là, via différents canaux de communication.